L'air de nuit au-dessus de Berlin avait un goût de fer et d'huile. Dans ce souffle métallique, le ciel lui-même semblait s'animer de calculs. Chaque éclatement de DCA résolvait en temps réel une équation de survie. Une formation de bombardiers zibdik, cette forteresse volante, traversait ce calcul. Leur nez était d'un prix de givre. Les équipages se tassaient dans le cuir froid et dans une peur plus chaude. En bas, les ceintures de DCA de la ville traduisaient le plomb et les obus en un registre impitoyable où les vies étaient les écritures. La ligne directrice est simple et sans pitié. Comment des nombres bruts, cadence de tir, rayons mortels des explosions, densité d'appareils, transformer une géométrie abstraite en la plus intime des violences. Dès qu'un bombardier traversait une ombre radar et que les projecteurs le peignaient de faisceaux froids, le calcul commençait. Les batteries de DCA n'étaient pas de simples canons. C'étaient des armes de zone qui résolvaient des problèmes de couverture. Un obus de 88 mm n'avait pas besoin d'un coup direct pour ôter une vie. Son motif de fragmentation transformait le ciel en tapis d'éclats. Quand les servants réglaient la fusée, ils ne visaient pas un avion. Ils calculaient l'endroit où des sphères mortelles se chevaucheraient et couperaient le flot de bombardiers. Les commandants au sol multipliaient les zones d'éclatement possibles par les coups par minute et par le nombre de batteries. De cette multiplication naissait une probabilité qu'à chaque seconde, n'importe quel bombardier se trouverait dans un rayon de mort. Dans l'appareil, les membres d'équipage sentaient ces nombres comme des chocs et des embardés. L'opérateur radio sentait l'odeur du métal brûlant quand les éclats labouraient le fuselage. L'ingénieur regardait osciller une jauge de carburant. Un problème de calcul fait de risques de flammes et de minutes d'air qui circulent. Chaque homme tenait un compte secret. Combien de pouces de tôle le séparaient d'une munition? Combien de secondes avant la prochaine explosion? Le corps humain devenait une variable dans une équation que l'ennemi tentait de résoudre avec la géométrie et le rythme. Le pilote de bombardier qui essayait de passer par une brèche découvrait que les brèches étaient des solutions temporaires. Le réseau de DCA ajustait simplement la synchronisation. Et le calcul se retournait contre lui. Une vérité cachée parmi les équipages disait que le danger le plus dense ne venait pas sur l'objectif lui-même, mais là où la densité de la formation atteignait son pic. Les flux de bombardiers, conçus pour concentrer la force et dérouter les chasseurs, concentraient aussi les pertes face à une flaque efficace. Les artilleurs allemands ont appris à l'exploiter. Ils échelonnaient les batteries en profondeur. Ainsi, un groupe de 3 ou 4 éléments pouvait créer une cascade de sphères létales qui se chevauchaient. Une seule salve bien calée pouvait transformer une colonne de 12 bombardiers en une chaîne de pertes. C'était une amère ironie. La tactique censée protéger les équipages alliés par la masse augmentait aussi les chances statistiques d'être touchés, quand les calculs au sol étaient justes. Un autre facteur, moins connu, était la technologie des fusées. Les fusées de proximité étaient rares dans ce théâtre. Les artilleurs allemands s'appuyaient donc sur des fusées chronométrées et mécaniques. Les marges d'erreur de réglage étaient petites et mortelles. Une fusée mal réglée envoyait des éclats à travers un fuselage comme un peigne dans la laine. Un réglage précis créait le nuage d'éclats optimal. Au sol, les équipes devenaient en quelque sorte des mathématiciens. Elles estimaient vitesse, altitude et vitesse de rapprochement plus vite que n'importe quel pilote dans le ciel. Leurs instruments étaient des télémètres et des observateurs. Leur langage, des chiffres et des appels. Chaque réglage réussi diminuait les chances de survie de ceux d'en haut. Cette arithmétique, de plus en plus intense, a connu un déclic au-dessus de Berlin. Des ingénieurs du commandement de la FLAC ont commencé à traiter l'espace aérien comme une grille, et non comme un seul vecteur. Au lieu de tirer sur des cibles isolées, les batteries se synchronisaient pour créer des vagues meurtrières et mobiles. Elles étaient calées sur le passage attendu de la portion la plus dense du flux de bombardiers. Quand ces vagues touchaient, beaucoup d'équipages rapportaient, non pas une seule explosion catastrophique, mais une suite d'impacts. D'abord un contrôle qui se dégrade, puis une dépressurisation, des pannes hydrauliques, et enfin le feu. Les équipages de bombardiers ont compris que la survie dépendait moins d'éviter un seul obus que d'échapper à une série conçue de zones de danger qui se chevauchent. Cela a changé leur vision du risque. La survie n'était plus une question de chance. C'était une lutte désespérée contre un ennemi qui avait transformé la nuit en piège probabiliste. Ces nuits-là, des trésors cachés de l'ingénierie humaine ont émergé. Les équipes de DCA ont recyclé des éclats d'obus pour l'entraînement. Elles ont appris quel schéma causait le plus de dégâts. Les pilotes ont appris de petites manœuvres d'évitement, de subtils décalages verticaux qui, multipliés à l'échelle d'une formation, réduisaient les probabilités d'intersection. Les équipes médicales ont établi des protocoles de tri. Ils s'appuyaient sur les blessures
Les plus fréquentes, les éclats et les commotions dues aux explosions, pas seulement les brûlures. Les limites de production comptaient aussi. L'Allemagne ne pouvait pas remplacer des canonniers formés au rythme qu'exigeait sa propre DCA. Alors, la précision compensait parfois le manque d'effectifs, et la mathématique de l'expérience entrait dans l'équation mortelle. Le sommet survint une nuit. Les ceintures de DCA de Berlin, entraînées et patientes, exécutèrent un motif synchronisé. Le ciel devint un treillis de morts. Un bombardier de tête prit le premier coup et partit en vrille. Un second perdit ses commandes hydrauliques. Un troisième, frappé au centre, s'embrassa comme une comète. Il entraîna d'autres appareils du Guido séparés dans les débris. Des hommes en masque à oxygène entendirent l'arithmétique de l'échec. Une suite d'avaries mécaniques. Les instruments hors service. Les commandes bloquées. La simple accumulation de petits dégâts se muant en pertes catastrophiques. Le flux de bombardiers s'amenuisa. Les survivants comptèrent non seulement les morts, ils notèrent aussi les instants précis où les chiffres avaient conspiré contre eux. Quand l'aube dissipa enfin la fumée, le bilan se ferma d'une façon terrible. Les Alliés avaient montré que la masse pouvait submerger la DCA, mais les Allemands avaient prouvé que la précision et la synchronisation pouvaient transformer cette masse en handicap. Le sens de cette mathématique brutale était clair et personnel. Ce n'était pas une théorie de salle de classe. C'était le calcul froid qui décidait quels hommes vivraient pour écrire des lettres à la maison, et lesquels ne le feraient jamais. Des décennies plus tard, des agriculteurs trouvent encore des éclats d'obus dans les champs autour de Berlin. L'arithmétique demeure dans ses cicatrices. Un rappel que la guerre se réduit souvent à des sommes, et que ces sommes se paient en vies humaines.